C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce mercredi sur Lumière du Monde Télévision. Voici le sommaire de l'actualité. Mobilisation exceptionnelle ce mardi à Niamey au Niger contre la secte islamiste Boko Haram. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour protester contre le groupe djihadiste nigérian et pour soutenir leur armée engagée sur le front contre les islamistes. Bain de sang en Afghanistan, quelques 26 membres des forces de sécurité ont péri ces dernières 48 heures dans des attaques de talibans. Et en Ukraine, les soldats de Kiev ont commencé à se retirer de la localité de Debaltseve dans l'est du pays. La ville est désormais sous le contrôle des séparatistes du Donbass. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Niamey s'est levé hier pour dire non au groupe terroriste Boko Haram qui menace désormais de s'en prendre au Niger. Lors d'une marche organisée ce mardi dans les rues de la capitale nigérienne, des milliers de personnes ont crié leur colère contre la secte islamiste et ont réaffirmé leur soutien aux forces armées nigériennes engagées dans la lutte face aux djihadistes. Reportage à Niamey de la rédaction de TV5 Afrique. Ils sont des milliers à s'être donné rendez-vous à Niamey, musulmans, chrétiens de tous âges, réunis pour dire leur détestation de Boko Haram et surtout pour afficher leur soutien aux forces de sécurité nigériennes entrées officiellement en guerre contre le groupe terroriste le 9 février dernier. Je suis nigérienne. C'est évident que je sorte dire non à Boko Haram, dire non à l'attaque de Boko Haram. La marche, c'est pour soutenir l'armée nigérienne, c'est pour sauver la nation nigérienne contre Boko Haram. Seul grand absent de la marche, la coalition de l'opposition nigérienne, la RDR, qui n'y voit qu'une occasion pour le président nigérien de redorer son blason. Mamadou Issoufou, qui attendait les manifestants devant l'Assemblée nationale, s'est posé, lui, en rassembleur contre la terreur. Je vous demande, chaque fois que vous priez, d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité. Priez pour nos forces de défense et de sécurité. Priez pour leur victoire. Priez pour notre victoire. Inch'Allah, Inch'Allah, le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Le Niger, tombeau de Boko Haram, l'armée nigérienne aura-t-elle le dernier mot sur un groupe qui sème la désolation au nord-est du Nigeria depuis 2009, au Cameroun depuis quelques mois et depuis le 6 février au sud du Niger? Pour l'heure, les autorités nigériennes enchaînent les communiqués triomphalistes, affirmant avoir arrêté 160 suspects à Difa ou avoir tué près de 200 combattants lundi dernier dans le sud-est du pays. Des chiffres invérifiables car le conflit se déroule quasiment à huis clos. Passons quelques minutes à présent avec les éléments des forces nigériennes et tchadiennes déployés à Bosso, dans le sud du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. Dans ce bourg, la plupart des habitants ont préféré partir par crainte d'une nouvelle attaque de Boko Haram après celle du 6 février dernier. Mais les soldats tchadiens et nigériens maintiennent ferme leur position pour éviter d'éventuelles représailles des djihadistes contre cette localité. C'est parti. La dernière récolte de piments est en train de pourrir au sol, car ici, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Les habitants de Bosso ont déserté le village depuis l'attaque de Boko Haram début février. On est à l'entrée de la ville. La population a abandonné la ville à cause du combat des derniers jours. Des combats d'une rare violence causant la mort de plus de 400 personnes, dont 4 soldats nigériens et 8 soldats tchadiens. Il y a eu des morts, des cadavres. C'était un vrai carnage quand ils sont venus. C'est des drogués, il y en a qui sont morts même avec leurs explosifs sur eux sans que ça n'explose. La rivière Komadougou-Youbé qui sépare Bosso de Malam Fatori est juste là devant nous. Le Nigeria est à 600 mètres. Mais nous n'irons pas plus loin, trop dangereux, nous sommes à portée de tir. Les hommes qui sont là-bas sont les militaires tchadiens. C'est des guetteurs qui sont positionnés et pour rendre compte en cas de quelque chose à l'unité qui est en arrière.
Et on revient sur le sommet qui a réuni ce lundi à Yaoundé au Cameroun les chefs d'État d'Afrique centrale. Cette rencontre qui visait à asseoir les stratégies de lutte contre l'expansion de la menace Boko Haram dans la sous-région a débouché sur l'adoption d'une résolution devant conduire au déblocage de 50 milliards de francs CFA en faveur des armées tchadiennes et camerounaises engagées dans la lutte contre le groupe djihadiste nigérian. Les présidents des pays d'Afrique centrale disent vouloir, je cite, éradiquer les terroristes de Boko Haram qui sévissent dans la région. Réunis ce lundi à Yaoundé, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique centrale se sont engagés à apporter une aide financière de près de 76 millions d'euros, une somme destinée à appuyer le Cameroun et le Tchad en première ligne dans la lutte contre Boko Haram. Jusqu'où aller dans la lutte contre l'État islamique en Libye, si son armée s'était notamment illustrée au lendemain de la vidéo montrant la décapitation des 21 chrétiens coptes égyptiens en Libye en menant des raids aériens contre les positions de Daesh dans ce pays d'Afrique du Nord. Le numéro 1 égyptien veut aller plus loin pour Abdel Fattah al-Sisi. Les Nations Unies devraient autoriser une campagne militaire intense contre le groupe État islamique en vue de freiner la progression du mouvement en Libye, ce qui semble citer l'ire du gouvernement de Tripoli. La tension monte entre l'Égypte et le gouvernement libyen de Tripoli. Au lendemain de son raid aérien contre des positions de l'organisation État islamique en Libye, en représailles à la décapitation des chrétiens égyptiens, le président Fattah al-Sisi veut aller plus loin. Il exhorte l'ONU à mandater une intervention militaire internationale. Mais la Libye est divisée. Le gouvernement de Tripoli, lui, condamne ces attaques, considérées comme une violation de sa souveraineté nationale. De son côté, le Raïs veut frapper fort pour enrayer la progression du groupe terroriste. Sur la radio française Europe 1, il déclare « Ce qui se passe en Libye risque de transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas seulement l'Égypte. » L'Égypte, le bassin méditerranéen et l'Europe doivent le prendre en compte car la mission n'a pas été menée à son terme par nos amis européens. Nous avons abandonné les Libyens aux milices extrémistes. La vidéo des décapitations diffusée par l'État islamique a semé la panique parmi les familles ayant toujours des proches en Libye. Elle montre que l'organisation djihadiste a exporté ses méthodes atroces en dehors de la Syrie et de l'Irak. Pour l'instant, l'ONU se contente de condamner, mais l'initiative égyptienne, conjuguée à la multiplication des exactions, pourrait finir par peser. L'Égypte en sortirait alors auréolée d'un statut d'allié central des Occidentaux. Les Ivoiriens du Gabon étaient en fête ce samedi 14 février à Libreville. Cette fête organisée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mongou, visait certes à célébrer la victoire des éléphants à la CAN 2015 en Guinée équatoriale, mais aussi à renforcer les liens entre les ressortissants ivoiriens et leurs hôtes gabonais. Les précisions dans ce reportage. Tous ou presque étaient habillés aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Ils ont chanté et dansé au son de la musique du pays d'Oufouette-Boigny. Du zouglo au coupé décalé en passant par le zoublazo, tout était réuni pour que la fête soit belle. Le mot me dépasse. Je ne sais pas ce qu'il veut dire encore. On dit toujours, la victoire de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas parler. Ici c'est la joie totale à Libreville. On disait que les éléphants ne vont jamais remporter la deuxième coupe. Mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, tout le monde dit que les éléphants sont au sommet. Ils sont sur le haut, ils sont sur les toits de l'Afrique. Mais on m'aurait dit, les installateurs du toit, ils n'ont qu'à mettre les toits solides. Car l'éléphant est dur, l'éléphant est trop gros. On ne peut pas piétiner l'éléphant, c'est l'éléphant qui piétine. C'est l'éléphant qui piétine. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le général a appelé les Ivoiriens à cultiver et à partager l'amour du prochain. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le général Philippe Mongou a appelé les Ivoiriens à la culture du partage et à celle de l'amour du prochain. C'est un jour spécial. C'est également la fête des amoureux. Nous sommes le 14 février. Ayez beaucoup d'amour. Ayez beaucoup d'amour. Mais gardez un petit brin pour l'équipe des éléphants. Je vous remercie. Aussi, l'ambassadeur a-t-il exhorté les Ivoiriens résidant au Gabon à se conformer aux us et aux coutumes et surtout de vivre en harmonie avec les lois en vigueur dans ce pays.
Le couple Netanyahou serait-il un peu trop dépensier? Surtout quand il s'agit de l'argent du contribuable, cela peut constituer une véritable gêne en pleine période électorale. Ce mardi, le contrôleur de l'État israélien Youssef Shapira a publié un rapport dans lequel il révèle l'utilisation excessive des finances publiques par le chef du gouvernement israélien et son épouse, suivant cet élément. À 30 jours des élections législatives israéliennes, le rapport très attendu du contrôleur de l'État a rendu son verdict sur les dépenses du couple Netanyahou. Et sa conclusion pourrait être retentissante. Dans au moins 2 affaires, le Premier ministre israélien risquait d'être mis en cause. Celle des bouteilles consignées dont les fonds auraient été en partie détournés par sa femme Sarah. Et les meubles de jardin destinés à la résidence officielle, mais qui ont été retrouvés à Césarée, dans la résidence des Netanyahou. Comme le montre ce tableau qui synthétise le rapport, entre 2009 et 2011, les frais du Premier ministre cumulés dans ces 2 résidences ont doublé, dépassant même les $800 000. En outre, le rapport du contrôleur démontre que de 2011 à 2012, les dépenses en nourriture et les réceptions données par Benjamin Netanyahou et son épouse ont littéralement doublé en comparaison de sa première année de mandat. Concernant les commandes de repas à des traiteurs ou à des restaurants, nouvelle surprise, les chiffres atteignent plus de $40 000 en 2012. Motif, les Netanyahou n'employaient pas de cuisinier officiel. Autre dépense excessive épinglée par le rapport, les dépenses en nettoyage et en pressing. En 2011, près de $300 000 ont ainsi été mises à la charge du contribuable, autrement dit passés en frais domestiques par le couple Netanyahou. Ce rapport, s'il n'est pour l'heure accompagné d'aucun acte d'accusation, pourrait interpeller l'opinion et porter préjudice à la campagne de Benjamin Netanyahou. En réaction, par crainte d'un tsunami politique, le Likoud a pris la défense de son chef. Dans un communiqué, il déclare « Le rapport ne propose aucune comparaison avec d'autres institutions en Israël. Il crée un problème notable en n'établissant pas de véritable base d'analyse, car les dépenses d'une résidence de l'État ne peuvent être comparées à celles d'une résidence privée. » Fin de citation. Affaire à suivre. 26 policiers au moins ont perdu la vie ces dernières 48 heures dans des attaques en Afghanistan. Lundi déjà, l'on estimait à au moins 6 le nombre de policiers tués dans une embuscade tendue par les talibans à Kandahar. Et hier, c'est un attentat suicide qui a provoqué la mort d'une vingtaine d'entre eux. Le reportage. En Afghanistan, une vingtaine de policiers ont été tués ce mardi dans une attaque suicide dans la province de Logar, au sud de Kaboul. L'attaque a été revendiquée par les talibans. Les assaillants étaient 4. Ils ont pris d'assaut le siège local de la police. 2 d'entre eux ont réussi à déclencher les bombes qu'ils portaient. Ce lundi, au moins 6 autres policiers avaient été tués dans une embuscade tendue par les talibans dans la province de Kandahar. Ces attaques, en 2 jours, sont les plus meurtrières depuis le départ des troupes de combat de l'OTAN fin décembre. Ces attentats sonnent comme des représailles de la part des talibans après le lancement d'une vaste opération de l'armée afghane contre les fiefs des insurgés dans le sud du pays. Il aura fallu des semaines de pression avant que les forces de Kiev ne se voient contraintes de quitter des Baltsévé dans l'est de l'Ukraine. Les soldats de l'armée ukrainienne avaient déjà perdu hier le contrôle d'une grande partie de cette localité stratégique au profit des rebelles séparatistes qui semblent aujourd'hui être les maîtres de la situation sur le terrain. Au mépris du cessez-le-feu, de violents combats se poursuivent à Debaltseva dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes pro-russes affirment contrôler plus de 50% de cette ville stratégique. Et pour la première fois, l'armée ukrainienne a reconnu qu'une partie de la cité lui avait échappé et que certaines de ses unités étaient encerclées. Tout cela éloigne encore un peu plus la perspective d'un retrait des armes lourdes de la ligne de front, comme le stipulent les accords de Minsk II signés la semaine dernière. Vladimir Poutine a demandé à Kiev de laisser ses soldats se rendre aux rebelles. Le président russe évoque aussi la mise en place d'un corridor destiné au retrait des troupes ukrainiennes afin que ces dernières retrouvent leur famille. Les chefs militaires ukrainiens ont ironisé sur cette demande de Moscou, arguant que dans un scénario similaire dans la ville d'Ilovaisk en août dernier, le corridor s'était refermé comme un piège funeste pour les soldats de Kiev. Le président ukrainien Petro Poroshenko a condamné l'offensive des rebelles et appelé l'Occident à infliger une réponse sévère à l'égard de Moscou.
C'était le recueillement ce mardi au cimetière juif de Sarre-Union dans l'est de la France où environ 250 tombes avaient été profanées quelques jours plus tôt par un groupe d'adolescents. Le chef de l'État français était présent à cette cérémonie tout comme plusieurs dignitaires juifs de France qui ont tenu à marquer leur indignation après cet acte odieux. Pour François Hollande, ce sont toutes les religions qui se sont ainsi vues insultées. Après l'indignation, le recueillement. Le président de la République François Hollande, ainsi que de nombreux responsables de la communauté juive française et des responsables politiques ont pris part à une cérémonie au cimetière juif saccagé de Sarre-Union. Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. Quelques 250 tombes du vieux cimetière juif de Sarre-Union ont été profanées dimanche. 5 mineurs, âgés de 15 à 17 ans, sont soupçonnés d'avoir saccagé le cimetière. Leur motivation reste floue. Les jeunes se sont défendus de toute intention antisémite. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. Mardi 17 février, la garde à vue des 5 mineurs a été prolongée de 24 heures. La Haïti a également rendu hommage hier aux 16 victimes du carnaval de Port-au-Prince, tuées après avoir été électrocutées au cours du défilé dans la nuit de lundi à mardi. Des milliers de personnes avec à leur tête le président Martelly se sont recueillis sur les lieux du drame dans une atmosphère marquée par des chants et des prières. Ce sont les représentants d'une soixantaine de pays qui sont présents à Washington, aux États-Unis, dans le cadre d'un sommet international sur la lutte contre la montée de l'extrémisme. Durant 2 jours à compter de ce mercredi, ces acteurs plancheront sur les moyens de combattre le radicalisme religieux autre que la formule militaire. Voici les précisions du vice-président américain Joe Biden à l'ouverture du sommet. Les leaders religieux, le milieu des affaires, les leaders municipaux, tous sont ici pour la même raison, trouver comment contrer le risque de radicalisation. Les sociétés doivent proposer des alternatives pour leurs immigrés, leur proposer des opportunités, un sentiment d'appartenance, afin de discréditer la tentation du terrorisme qui utilise la peur, l'isolation, la haine et le ressentiment. Ce mot de l'actualité religieuse pour dire que cela fait plusieurs mois que le gouvernement du Bangladesh accuse une ONG chrétienne active dans le parrainage d'enfants de convertir des enfants au christianisme. Une enquête a été lancée pour vérifier l'accusation. Si les faits s'avèrent donc, les autorités pourraient retirer les autorisations d'accueil d'enfants délivrées précédemment à l'ONG et à ses partenaires. L'ONG a lancé donc un appel à la prière pour éviter que plusieurs dizaines d'enfants perdent le soutien qui leur permette d'être scolarisés plutôt que d'alimenter les entreprises qui emploient des enfants. Et cette exhortation biblique pour terminer, tirée donc du verset de 1 Corinthiens 10 et 23, qui nous dit ceci: tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. On se sépare donc pour l'édition de l'information de ce mercredi. Rendez-vous demain et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Au revoir.